Somnifère, le podcast. Nous sommes tous obligés, pour rendre la réalité supportable, d'entretenir en nous quelques petites folies, nous dit Marcel Proust. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes mercredi 8 novembre, et Somnifère se réveille d'un long sommeil ce soir pour vous emmener à Naxos, une petite île grecque située au cœur de la mer Égée. C'est là que vit Stella, l'excentrique propriétaire d'un hôtel que tout le monde surnomme Trello Corizzi, ou la folle du village. Stella s'ennuie et comble ses désirs d'aventure en romançant les vies de ses clients, s'immisçant dans leurs histoires, essayant de percer leurs mystères et allant même jusqu'à fouiller dans leurs valises. L'arrivée sur l'île de Sophie Masson, une voyageuse française énigmatique, vient éveiller sa curiosité. Que se cache donc derrière le voile de tristesse qui obscurcit les yeux de la jeune femme? Pourquoi quitte-t-elle l'hôtel chaque soir au beau milieu de la nuit? Et quel secret dissimule-t-elle? Stella ignore que le destin va lui offrir une réelle raison de mener l'enquête cette fois-ci, plongeant son hôtel dans une histoire qui va bouleverser sa vie. C'est un récit de Constance Williams intitulé Trello Corizzi ou le mystère de l'hôtel Naxos. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. L'histoire de ce soir nous plonge dans la vie d'une femme à la personnalité bien trempée qu'on surnomme la folle du village. Son personnage m'a fait penser à celui d'Éléonore dans le livre « Éléonore va très bien » de Gail Honeyman. Il s'agit d'une trentenaire un peu inadaptée qui a une vie bancale, qui dit toujours ce qu'elle pense sans aucun filtre. Éléonore est comptable, elle vit seule avec sa plante verte, elle se nourrit de pizzas surgelées, elle a un petit penchant pour la boisson. C'est un peu l'anti-héros par excellence. Et puis au fil du récit, on comprend mieux ses fragilités, les épreuves de vie qui ont forgé sa personnalité. Dans un autre registre, Stella, pour pallier à la solitude et à l'ennui dans son petit village isolé, commence à romancer sa propre vie, pour la rendre plus captivante, plus excitante qu'elle ne l'est réellement. Mais derrière ce côté excentrique, se cache une femme forte et résiliente qui force non seulement le destin, mais également le respect. Le point commun entre Stella et Éléonore, c'est ce refus de se fondre dans une société de codes sociaux et d'apparence. Elle reste elle-même. Et ces histoires nous interrogent sur notre rapport à la folie. Au final, est-ce que ce ne sont pas les gens qui perdent leur individualité au profit du conformisme social qui sont réellement aliénés? Est-ce que ce ne sont pas au contraire cette liberté d'esprit où l'individu crée son propre sens, cette excentricité et cette folie qui font le sel de la vie? Je vous laisse vous installer confortablement et pendant un petit moment, on va simplement, tranquillement, observer les mouvements de notre respiration. Pensez à bien détendre la mâchoire, à desserrer les poings, à relâcher vos épaules.
Laissez votre attention lentement se diriger sur votre visage et sur le poids de votre tête sur l'oreiller. Laissez passer les pensées sans résistance et recentrez votre attention sur le moment présent. Sur les appuis de votre corps avec le matelas, et sur votre ventre qui monte et qui descend. Sur la détente qui s'installe progressivement. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Constance Williams, Trello Corizzi ou le mystère de l'hôtel Naxos. L'île de Naxos, située au cœur de la mer Égée, est pleine de ces ruelles pavées et de ces maisons blanchies à la chaux qui font le charme des Cyclades. Dominée par un château impressionnant qui témoigne de son passé riche et mouvementé, ces remparts massifs abritent des ruelles labyrinthiques, des églises anciennes et de petites boutiques pittoresques où l'on peut déguster les spécialités locales. Naxos est un véritable havre de paix, parsemé de collines verdoyantes et de villages pittoresques où le temps semble s'être arrêté. À une dizaine de kilomètres du château se trouve un village côtier, celui d'Aya Anna, connu pour ses plages de sable fin, ses eaux turquoises et ses paysages spectaculaires. C'est là qu'est née Stella Miralis, une quinquagénaire connue de tous sur l'île pour son énergie débordante, sa personnalité détonnante et son hôtel, l'hôtel Naxos. Stella était depuis bien longtemps surnommée Trello Corizzi, ou la folle du village. Son comportement imprévisible et son penchant pour les commérages l'avaient placée au centre de nombreuses conversations chuchotées parmi les habitants de ce paisible hameau. Elle avait le don de se lancer dans des disputes passionnées et son tempérament explosif était devenu légendaire. Sa personnalité imprévisible, sa propension à se mêler des affaires des autres et à prodiguer des conseils non sollicités l'avait inscrite pour toujours dans les conversations d'Aya Anna. Stella était malgré tout appréciée de sa communauté, et chacun lui portait un profond respect. L'hôtel Naxos était un projet qu'elle avait financé avec son mari Costas alors qu'il n'avait que 25 ans et venait de sceller leur union. La perspective d'un avenir confortable sur leur petite île natale, de plus en plus populaire parmi les touristes étrangers. Or le destin avait brutalement mis à l'épreuve leurs espoirs. Costas avait perdu sa motricité à la suite d'un accident, quelques mois seulement après la célébration de leur mariage. Pendant les semaines qui suivirent le retour de Costas d'Athènes, où il avait été transporté en urgence, personne n'avait plus vu Stella. Le couple s'était enfermé et ne répondait plus aux appels ni aux sollicitations. Puis un beau jour, Stella reprit sa petite routine,
ne laissant rien paraître de ses émotions. Les habitants du petit village ne savaient pas comment l'approcher, et la jeune femme ne s'était confiée à personne. On craignait que cette épreuve ne la rendît plus folle qu'elle ne l'était déjà. Lorsqu'on lui demandait des nouvelles de Costas, elle répondait « Il va bien, merci. Nous sommes allés dîner à Chania hier soir. Vous savez, le petit restaurant qu'a ouvert le fils de Yorgos. Eh bien, figurez-vous que la cuisine y est délicieuse. On est très occupé en ce moment car on prépare l'ouverture de l'hôtel. » Le calme et l'impassibilité avec laquelle elle échangeait et répondait aux questions des uns et des autres commençaient à interroger. C'était comme s'il ne s'était jamais rien passé. On racontait qu'elle s'était noyée dans le déni, et on acquiesçait la mine triste lorsqu'elle parlait de son hôtel. Stella, pourtant, était loin d'être dupe. Ses élans de commisération l'insupportaient, mais elle faisait mine de ne rien voir. À Costas, elle racontait en préparant le dîner. « J'ai encore croisé les filles Aphrodakis cet après-midi. Elles me parlaient comme si j'étais veuve, t'imagines. Elles avaient la larme à l'œil comme si t'étais plus là. Elles m'ont demandé de tes nouvelles. Je leur ai dit qu'on était allé dîner chez le fils Yorgos, et elles me regardaient comme si je venais de leur annoncer que j'avais vu la Vierge. Quand je leur ai dit qu'on préparait l'ouverture, elles m'observaient comme si je délirais. Ah, je te jure, mon Costas, j'ai senti la colère monter en moi. J'avais envie de leur sauter au cou et de les secouer comme des pruniers. Mais je me suis retenu, tu penses bien. On va encore raconter que je suis folle. » Costas souriait. Sa femme se tenait debout à ses côtés et lui offrait un soutien indéfectible depuis le début de cette épreuve. Elle masquait ses préoccupations et sa tristesse derrière un sourire bienveillant, toujours prête à affronter le quotidien et à répondre à chacun de ses besoins. Dans ce cataclysme qui avait chamboulé sa vie, il réalisait avec une gratitude immense la chance de l'avoir trouvée. Elle s'efforçait de maintenir un front serein, dissimulant sa détresse sous un voile d'optimisme. Pourtant, malgré tous ses efforts pour préserver cet extérieur imperturbable, par moments, ses yeux trahissaient les inquiétudes et le chagrin qu'elle s'efforçait de dissimuler. Il lui était arrivé d'entendre ses sanglots discrets depuis une autre pièce, et il avait remarqué les marques de tristesse dans ses yeux rougis. Elle luttait en silence, résolue à rester forte pour eux deux. Son courage et sa détermination, malgré les circonstances difficiles, suscitaient en lui un immense sentiment de gratitude, de fierté et d'admiration. Stella continuait, s'affairant au fourneau et mélangeant les ingrédients avec une concentration intense. Et puis ces gros yeux qu'ils ont tous chez les Aphrodakis, t'as remarqué? Elles me regardaient toutes les deux comme des hiboux apitoyés. On se demande bien pourquoi le bon Dieu leur a donné des yeux pareils. À quoi ça peut bien servir? Avoir des yeux pareils, ça devrait pas être permis. En voilà une bonne raison de pleurer, tu penses pas? Et puis ça les tiendrait occupés au lieu de me casser les pieds. J'aurais dû leur dire ça, tiens. Et puis figure-toi que je leur dirai la prochaine fois que je les croiserai. Écoutant la logorée absurde de sa femme, Costas se mit soudain à rire d'un éclat qu'il ne parvenait plus à contenir. Une scène si rare depuis l'accident qui avait teinté leur vie de gravité que Stella se retourna vivement et l'observa avec surprise et hébétement. L'écho de ce rire, depuis des mois éteint, lui réchauffa le cœur. « Eh bien quoi? T'es pas d'accord ?» lui dit-elle en riant à son tour. « Tu ne peux pas leur dire ça, Stella, » parvient-il difficilement à prononcer. Il savait sa femme parfaitement capable de leur faire ce genre de remarques. C'était très locorizzi, après tout. « Je vais me gêner, tiens, » lança-t-elle avec défi, les deux poings sur les hanches. Costas hilar joignit les mains en signe de supplication.
travers les fenêtres de la cuisine dont les rires des époux s'échappaient, un faible rayon de lune caressait le sol en pierre de la petite cour extérieure. Des jasmins grimpants exhalaient leur parfum envoûtant, les oliviers centenaires se balançaient doucement sous la brise nocturne, tandis qu'au loin, les eaux étincelantes de la mer Égée murmuraient leur sérénade. Stella avait rencontré Costas sur les bancs de l'école. Son regard à la fois très noir et très doux avait fait naître en elle un amour qui ne s'était jamais éteint. Lui bon élève, calme, sans histoire. Elle fantasque, excentrique et toujours dans les mauvais coups. Des personnalités diamétralement opposées et l'annonce d'un mariage qui avait fait froncer bien des sourcils. Ce n'est qu'à l'adolescence qu'ils avaient réellement commencé à se fréquenter. Stella lui avait glissé un mot griffonné sur un bout de papier. Rendez-vous ce soir minuit à Aios Nikolaos, seul. Costas avait été amusé par cette invitation cryptique et romanesque. Et sous le ciel étoilé, à l'ombre de cette petite chapelle nichée dans l'obscurité de la nuit, le tout premier baiser de Stella et Kostas Miralis, empreint de la douceur de leurs sentiments naissants, fut un instant précieux hors du temps qu'ils aimaient encore à se remémorer. Quelques mois après l'accident, la vie reprit lentement son cours habituel dans le village d'Ayahanna. Et quand au tout début de la haute saison, un beau soir de juin, les habitants de la localité virent l'énorme néon rouge de l'hôtel Naxos s'allumer, les conversations s'animèrent dans les petits foyers du village, tandis que chacun se demandait incertain comment Stella Miralis allait réussir à gérer seule son établissement. Plusieurs décennies plus tard, il était évident que Stella avait relevé le défi. Par sa force de travail acharnée, sa détermination inébranlable et son esprit indomptable, Trello Corizzi, la folle du village, avait non seulement ouvert son hôtel, mais l'avait élevé au statut d'établissement prospère qui accueillait chaque année des touristes du monde entier. Kostas s'occupait de l'aspect administratif et des réservations, elle, de tout le reste. Au fil du temps, Stella avait pourtant pris des habitudes controversées. Contrainte de renoncer à voyager pour demeurer aux côtés de son mari, elle avait trouvé d'autres manières de s'évader et de pimenter le quotidien. Elle comblait son manque d'aventure en s'appropriant les expériences des autres, transformant ainsi sa réalité en un kaléidoscope d'histoires vécues à travers les récits de celles et ceux qu'elle accueillait. Ses journées s'écoulaient à tisser des histoires et à sonder les secrets des voyageurs. Chaque pas qu'elle n'avait pu faire, chaque paysage lointain qu'elle n'avait pas vu, se transformait en aventure vécue à travers les histoires des autres. Son existence était emballée entre réalité et fiction, où vivre par procuration devenait une manière de voyager sans jamais quitter l'enceinte familière de son hôtel. Elle observait discrètement les clients, notant chaque détail, écoutant attentivement chaque parole prononcée. Elle élaborait des histoires complexes, imaginant des aventures rocambolesques où leurs valises renfermaient les secrets les plus fascinants. Et Stella avait rapidement pris l'habitude de fouiller dans les affaires des clients de l'hôtel. Chaque effet personnel suscitait en elle une série d'hypothèses sur l'histoire de son propriétaire. Elle prenait un vêtement, le tenait délicatement entre ses doigts, le faisait glisser pour mieux en percevoir la texture, sentir le parfum qui y était imprégné et en observer attentivement les détails. Un châle de soie évoquait une soirée spéciale dans un pays lointain. Une chemise froissée témoignait peut-être d'une aventure imprévue. Elle s'imaginait les clients dans leur intimité, élaborant des scénarios à partir d'un rien. Et si un client avait le malheur d'être ingrat ou de l'irriter, Stella allait plus loin. Elle pouvait découper un petit morceau de ses vêtements ou en
endommager un chargeur de téléphone pour se venger de l'impolitesse qu'elle avait subie. En ce mois d'avril, l'hôtel était très calme. Il restait encore 2 mois avant la haute saison, et Stella commençait à s'ennuyer. Or, l'hôtel Naxos reçut une réservation inattendue pour le lendemain. Une Française, Sophie Masson, avait réservé une chambre pour 2 semaines. Cette nouvelle emplissait Stella d'une excitation particulière. Elle fut prise de curiosité pour cette réservation inhabituelle. Pourquoi cette jeune femme voyageait-elle seule ? Pourquoi en avril alors que la saison touristique n'avait pas encore commencé ? Et pourquoi à la dernière minute ? Les spéculations allaient bon train dans son esprit. Elle se prit à imaginer une multitude de scénarios. Peut-être Sophie Masson était-elle une artiste en quête d'inspiration ? Ou peut-être avait-elle rompu avec un amour et avait décidé de s'offrir un voyage en solitaire pour se retrouver. Elle attendait avec impatience l'arrivée de Sophie, ignorant que le destin allait lui offrir une réelle raison de mener l'enquête cette fois-ci, plongeant son hôtel dans une histoire bien plus captivante que toutes celles qu'elle avait imaginées jusqu'alors. Le lendemain, l'arrivée de Sophie à l'hôtel en fin d'après-midi fut un événement marquant pour Stella. La jeune femme, qui semblait avoir une vingtaine d'années, dégageait une élégance naturelle et désinvolte. Ses grands yeux noirs semblaient dissimuler une profondeur énigmatique. Elle traînait une petite valise, accompagnée d'une autre plus imposante qu'elle peinait à porter. Bien que polie et souriante, une mélancolie perceptible teintait son regard. Pour Stella, il était déroutant de voir une si jeune femme si subtilement tourmentée. Elle l'escorta jusqu'à sa chambre, lui fit quelques recommandations et s'en alla retrouver Costas. « Tu sais, la Française, » commença Stella. « Oui, eh bien, » répondit Costas. « Je ne sais pas. Il y a quelque chose de bizarre. »« Bah voyons, » répondit-il amusé. Le contraire m'aurait étonné. Dans l'apaisement du crépuscule, l'île de Naxos se laissait doucement envelopper dans un voile d'obscurité. La brise marine caressait les feuilles des arbres, emportant avec elle l'odeur enivrante du sel et des fleurs. Les petites maisons d'Aya Anna diffusaient une lumière douce et chaleureuse à travers leurs fenêtres, qui s'éteignaient une à une, scellant ainsi les secrets de chacun dans le silence de la nuit. Au cœur de cette paisible harmonie nocturne, dans le confort de sa chambre à coucher, aux côtés de son époux endormi, Stella demeurait éveillée, absorbée par les impressions laissées par sa nouvelle cliente. Quel secret se cachait donc derrière le voile de tristesse qui obscurcissait les yeux de Sophie? Alors qu'elle commence à sombrer, un bruit de pas léger résonne dans la cour de l'hôtel, l'attirant de son demi-sommeil. Elle se redresse légèrement, attentive à cette interruption inhabituelle. Jetant un regard furtif par la fenêtre, elle distingue Sophie quittant l'établissement. Une vague d'inquiétude mêlée de curiosité l'envahit. Un rapide coup d'œil à sa montre lui indique qu'il est près de minuit. Intriguée, Stella reste immobile, observant la nuit dévorer la silhouette de Sophie, alors qu'elle s'éloigne dans les ruelles silencieuses et désertes d'Aya Anna. Qui cherche-t-elle à retrouver à une heure si tardive? Au petit déjeuner, Stella partage avec Costas sa troublante découverte. Il lui rappelle que la liberté de mouvement des clients ne relève pas de leur surveillance et que la jeune femme a bien le droit de vouloir se promener en pleine nuit si cela lui chante. Mais quand Sophie quitte l'hôtel ce matin-là, Stella, intriguée par le mystère qui plane autour de cette jeune femme énigmatique, décide de fouiller ses valises. Elle découvrit peu de choses. Une garde-robe modeste, quelques produits d'hygiène, un maquillage minimaliste.
Rien qui ne révélerait de quelconques indices sur la raison de sa venue sur l'île. Mais ce scénario étrange se répéta inlassablement chaque soir pendant une semaine. Sophie quittait l'hôtel peu avant minuit pour revenir 1 ou 2 heures plus tard. Costas, à son tour, se sentait gagné par une curiosité croissante. Le village, à cette saison et à cette heure, était plongé dans le silence et tout commerce y était fermé, ce qui renforçait l'énigme autour de ces départs nocturnes. Costas accepta de visionner les enregistrements des caméras de l'hôtel, une concession qu'il avait longtemps refusée pour éviter d'encourager les délires de sa femme. Ensemble, le couple observait les allées et venues de leur cliente sur l'écran. Les enregistrements des caméras montraient en effet Sophie quittant l'hôtel chaque soir, vêtue légèrement malgré la fraîcheur de la nuit, un petit sac à dos sur les épaules. Elle sortait de l'établissement d'un pas assuré, sa démarche empreinte d'une certaine hâte. Puis après un certain temps, elle réapparaissait, revenant vers l'hôtel d'un pas détendu, presque rêveuse, comme si elle revenait d'une escapade nocturne qui l'avait apaisée. Sa silhouette fine et élancée se glissait dans le hall de l'établissement, chaque retour s'accompagnant d'une certaine retenue, comme si elle tenait à rester discrète. Bien que la qualité des images fût médiocre, quelque chose attira l'attention de Costas. « Tu ne remarques pas un changement chez elle entre le moment où elle part et le moment où elle revient ?» Le couple scrutait à nouveau les images. « Les cheveux !» s'exclama Stella. « Ils sont différents, comme ébouriffés. » Les propriétaires de l'hôtel se regardaient perplexes. « C'est décidé, ce soir, Stella resterait éveillée, résolue à suivre discrètement Sophie jusqu'à sa destination mystérieuse. » Depuis son arrivée à l'hôtel, Sophie trouvait Stella un peu louche. Elle avait immédiatement noté qu'elle était particulièrement curieuse, mais ces derniers jours, ses questions exprimaient une indiscrétion qui dépassait les limites de la simple hospitalité. Elle aspirait en venant sur l'île à un refuge loin du tumulte parisien, mais la répétition persistante de questions non formulées, de regards devenus intrigants, altérait le calme qu'elle était venue chercher. Sophie nourrissait également des doutes persistants quant à l'intégrité de la propriétaire. Elle avait noté des altérations subtiles, des objets déplacés ou des vêtements pliés d'une manière inhabituelle. Cela suggérait une possible fouille de ses affaires durant son absence. Ces indices minimes éveillaient en elle un sentiment de vigilance constant. Néanmoins, malgré ses doutes, Sophie trouvait Stella charmante et bienveillante. Elle lui réservait des attentions particulières, lui laissant par exemple dans sa chambre de petits gâteaux faits maison. « Il faut manger », lui avait-elle dit en anglais avec une forte intonation grecque. « Vous ne mangez rien, vous, les Françaises », avait-elle lancé en secouant sa main en l'air. Et puis un soir, alors qu'elle regagnait sa chambre, Stella l'interpella et lui adressa un regard sérieux et inquiet. « Dites-moi, tout va bien, Sophie? Vous, je veux dire, vous allez bien ?» Cette sollicitude sincère et brutale la toucha, rarement habituée à être observée avec une telle profondeur. Elle acquiesça, ne sachant que répondre. « D'accord », avait simplement poursuivi Stella en la regardant toujours avec beaucoup d'intensité. Sophie était également amusée par l'application dont Stella faisait preuve dans ses tâches quotidiennes à l'hôtel. Elle semblait passer ses journées à veiller sur chaque détail, balayant, aspirant et nettoyant méticuleusement chaque recoin, s'affairant ici et là en permanence, bien qu'aucun autre client ne semblait présent. Elle était aussi profondément attendrie par l'amour évident qui unissait le couple. À plusieurs reprises, elle les avait entendus rire ensemble comme s'ils se racontaient les choses les plus hilarantes jamais entendues.
Parfois ils se chamaillaient, et elle entendait surtout la voix de Stella qui résonnait dans toute la propriété. Elle se demandait d'où elle tirait toute cette énergie. Lorsqu'elle les avait aperçus une nuit dans l'arrière-cour de l'hôtel, absorbés dans une conversation sous les étoiles, Sophie regrettait de ne pas pouvoir saisir le sens de leurs échanges, car tous deux arboraient un sourire complice et affectueux. À l'approche de minuit, le petit village d'Ayahana entrait peu à peu dans une douce torpeur. Les rues silencieuses voyaient s'éteindre lentement les dernières lueurs des foyers. Les lumières discrètes éclairaient faiblement les ruelles, jetant des lueurs tamisées sur les façades endormies. Stella, elle, se préparait secrètement à suivre Sophie. Elle attendait patiemment l'instant où la jeune femme sortirait de l'hôtel, ce qui devait désormais arriver d'un moment à l'autre. Et en effet, quelques minutes plus tard, Sophie quittait à nouveau l'enceinte de l'établissement. Se déplaçant avec discrétion, Stella se mit à la suivre. Pourtant, la difficulté de rester à bonne distance sans émettre le moindre bruit dans le silence de la nuit était un défi plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Pendant une dizaine de minutes, Stella avança à travers les ruelles désertes et les sentiers ombragés, jusqu'à arriver à une petite crique isolée. Sous la lueur argentée de la lune, Sophie s'adonnait à un étrange rituel sur le rivage désert. Elle traçait avec une assurance tranquille un cercle sur le sable fin, avant de sortir délicatement des bougies de son sac à dos. Une sorcière, pensa Stella, qui n'en croyait pas ses yeux. Sophie se débarrassa de ses vêtements, chaque geste empreint d'une grâce silencieuse, révélant sa silhouette sous le clair de lune. Sans hésitation, elle s'avança vers les eaux sombres de la mer scintillante. Ses mouvements gracieux évoquaient une danse avec les flots, une communion paisible avec les éléments naturels. Elle s'immergea dans l'eau, puis se laissa flotter avec quiétude sur la surface calme de la mer Égée. Bientôt, la silhouette de Sophie se dilua dans l'horizon, au point que Stella ne parvint plus à la distinguer. Une pointe d'inquiétude la saisit. L'incapacité à percevoir Sophie la plongea dans une anxiété croissante. Où était-elle passée ? Après une vingtaine de minutes, elle s'avança vers le rivage, scrutant l'étendue sombre de la mer. La sorcière avait disparu, volatilisée. Ça alors, pensait-elle effrayée. Stella, cria une voix tout près d'elle. Sophie se tenait derrière elle, visiblement très remontée. Elle s'approcha de ses affaires, sortit une serviette de son sac, balança sa tête en avant et sécha ses cheveux vigoureusement. « Vous m'avez suivi jusqu'ici, vous m'avez fait peur. J'ai cru à un rôdeur, vous êtes complètement malade. » En apercevant quelqu'un l'observer depuis la rive, la jeune femme avait nagé jusqu'à un amas de rochers où elle s'était dissimulée à son tour, avant de reconnaître la silhouette grotesque de Stella Miralis qui scrutait l'horizon. Stella bredouillait des excuses dans un anglais approximatif, expliquant qu'elle était inquiète de l'avoir vue sortir seule. Sophie, les cheveux en désordre, ses yeux sombres marqués par le mascara coulant, ses sourcils froncés et l'expression sévère de son visage éclairé par les bougies vacillantes, plongeaient Stella dans la frayeur. Devant la peur palpable de la propriétaire de l'hôtel, restée figée, Sophie retrouva peu à peu son calme. Elle finit de se sécher, enfila un petit pull en laine et l'invita à s'asseoir. « Eh bien, lança Sophie, dites-moi. » « Vous, Sophie, expliquez-moi. Les bougies, les inscriptions sur le sable, les bains de minuit, et Stella
Stella n'avait pas pu le voir depuis l'endroit où elle espionnait Sophie, mais quelques branches d'olivier étaient rassemblées au centre du cercle qu'elle avait tracé. « Qu'est-ce que c'est que tout ce manège ?» continua-t-elle. Sophie souriait. Bien qu'agacée d'avoir été ainsi épiée, elle réalisait l'étrangeté de la situation et comprenait la confusion de Stella. « Connaissez-vous la légende d'Euphronia ?» demanda Sophie. Stella était familière dans les grandes lignes avec la légende d'Euphronia, un mythe folklorique naxien transmis de bouche à oreille à travers les âges, mais qui s'était peu à peu évanoui dans l'oubli. La légende d'Euphronia, divinité des âmes perdues, narrait qu'une personne en quête de sens devait se rendre dans le village d'Ayahanna sur l'île de Naxos pendant 10 nuits consécutives. À minuit, elle devait se baigner dans la mer après avoir allumé 7 bougies disposées en cercle sur la plage, au milieu desquelles devaient être placées des feuilles d'olivier, symbole de paix intérieure et de sagesse. Ce rituel offrait, selon la tradition, une voie vers la clarté et un nouveau départ pour les âmes égarées. Pour marquer la réussite du rituel, 2 étoiles filantes consécutives devaient traverser le ciel en formant des trajectoires parfaitement parallèles, indiquant la réception du vœu formulé, tandis qu'une pluie soudaine et brève devait en signifier l'accomplissement. Sophie expliquait qu'elle avait découvert cette légende en parcourant l'un des nombreux livres qu'elle dévorait presque chaque semaine et que, fascinée par cette histoire, elle avait décidé de se rendre sur l'île pour mettre en pratique ce rituel. « Mais ce n'est qu'une vieille fable. Vous ne croyez tout de même pas à ces histoires ?» demanda Stella interloquée. « Et puis vous êtes si jeune. Qu'est-ce qui vous tourmente autant ?» Les 2 femmes échangèrent longuement sur le sens de la vie, partageant leurs perspectives et leurs expériences. Peu à peu, Sophie s'ouvrit à Stella, révélant un passé difficile. Elle avait grandi dans le système de l'aide sociale à l'enfance, sans jamais connaître la chaleur d'une fratrie ni l'amour parental. Ces années furent ponctuées d'incessants allers-retours entre des familles d'accueil peu accueillantes et des foyers pour l'enfance. À sa majorité, elle avait été abandonnée à son sort, le système la libérant sans accompagnement en lui souhaitant bonne chance. Ses seules connaissances et amis de galère étaient peu à peu tombés dans les addictions et s'étaient retrouvés à la rue comme la plupart des enfants placés. Pour subsister, elle avait enchaîné les emplois précaires, petit ménage, restauration rapide, puis danseuse dans un cabaret peu fréquentable, ce qui lui avait permis de mettre quelques sous de côté. Des années de lutte qui avaient renforcé son mal de vivre. Elle avait alors décidé de tout plaquer pour partir loin de Paris. Et voilà comment elle s'était retrouvée ici, au milieu de nulle part, à prendre des bains de minuit. Consciente de l'absurdité de la situation à mesure qu'elle verbalisait son histoire, Sophie était prise entre rire et larmes. Stella se retrouvait sans voix face à l'histoire bouleversante de la jeune femme. Elle recouvrit les épaules de Sophie de sa veste. En silence, les 2 femmes reprirent le chemin de l'hôtel. Derrière elle, alors qu'elle s'éloignait, les vagues, comme des murmures secrets, caressaient doucement le rivage de la petite crique. Au loin, dans le ciel, 2 étoiles filantes traçaient des trajectoires parfaitement parallèles. Quelques mois plus tard, Sophie n'avait toujours pas quitté l'île de Naxos. Stella avait insisté pour qu'elle ne parte pas sans avoir un plan clair, sans savoir ce qu'elle désirait réellement faire et où elle souhaitait se rendre. Elle pouvait prendre le temps qui lui plairait, lui disait-elle. L'affection de Costas et Stella pour Sophie était devenue grandissante. Ils l'avaient intégrée à leur foyer et ne souhaitaient bientôt plus la voir partir. Pour eux qui n'avaient jamais eu d'enfant, sa présence était comme une bénédiction. Pendant la haute saison, Sophie avait apporté son aide à l'hôtel, travaillant aux côtés de Stella plusieurs jours par semaine.
Lorsqu'elle sortait faire la fête le week-end à Chania, Costas, dans un état d'inquiétude paternelle, insistait pour que Stella aille la chercher en voiture plutôt qu'elle ne se fasse raccompagner par quelque ivrogne. Avec le temps, Sophie s'était insérée dans la vie locale. Les commérages fusaient dans le village d'Agaana, les habitants étant surpris par l'installation de la Française parmi eux. Afin de mettre fin aux rumeurs persistantes, Stella avait annoncé avec éclat que Sophie était sa fille. « Tu connais pas la dernière, disait-on ici et là. Voilà que Trello Corizzi a une fille maintenant. Une fille de 23 ans sortie de nulle part. Et française en plus, s'amusait-on. » Plusieurs années s'écoulèrent, et Sophie, ou Sophia comme on l'appelait maintenant, était pleinement intégrée à la vie du village d'Agaana. Elle parlait désormais couramment le grec et avait su gagner sa place au sein de la communauté. Elle avait un compagnon, Vassilis, avec lequel elle avait emménagé à quelques rues de l'hôtel Naxos. On l'avait même affublé d'un surnom, Trello Gallo, signifiant la Française folle, en raison de ses pratiques superstitieuses, comme ses bains de pleine lune. Trello Corizzi, Trello Gallo et Costas Michalis avaient tissé des liens forts, si bien qu'ils avaient entamé une procédure d'adoption officielle. Un an plus tard, Vassilis demanda à Stella et Costas la main de leur fille, comme c'était la tradition. Ils accordèrent leur consentement, tout en suggérant au jeune homme de faire sa demande sur le seuil de la chapelle d'Aios Nikolaos, où ils avaient échangé leur premier baiser. Un beau soir de juin, la petite chapelle d'Aios Nikolaos, témoin silencieux de nombreuses histoires, se dressait paisiblement illuminée par la blancheur de la lune. Dans sa petite cuisine de l'hôtel Naxos, alors que Sophie ne se doutait de rien, Stella s'affairait à préparer l'arrivée du couple nouvellement fiancé. Elle et Costas se replongeaient dans leurs souvenirs, se remémorant l'époque où ils avaient rencontré Sophie, les liens profonds qu'ils avaient noués, et méditaient sur les étranges rouages du destin et de la vie. Et voilà qu'en ce moment même, à quelques centaines de mètres, un homme lui demandait sa main. Stella s'installa près de son mari, lui fit un baiser affectueux et posa sa tête sur son épaule. « Ça alors » s'écria Costas après un moment. « Il pleut des cordes. » Stella s'approcha de la fenêtre alors que la pluie s'abattait sur le village. « Euphronia » murmura-t-elle incrédule. Une pluie soudaine et brève scellera l'accomplissement des souhaits formulés. Bonne nuit. Bonne nuit.